suis coach de MMA. Et je sais faire la différence entre la rue et la cage. Et il y a une grosse différence. Vous n'avez pas le mental pour pouvoir vous servir de ça. On va avoir beaucoup de patrons de bar, beaucoup de salariés de restaurants. Alors je vais avoir beaucoup de blacks, je vais avoir beaucoup de maghrébins, les filles aux cheveux colorés, on va avoir des trans, on a beaucoup d'homos à venir ici. Est-ce que c'est physiquement les plus inquiétants? Ah non, pas du tout. On vous a vendu du rêve. J'avais 15 ans, je portais le badge, je touche pas à mon pote. Voilà, moi j'ai fait partie de cette génération-là parce que j'y ai cru. Je me suis bien planté. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est au 8-8, c'est une très célèbre boîte de nuit de Rennes qui est tenue par le Jarl. Alors le Jarl, vous le connaissez sûrement, c'est ce très médiatique directeur de discothèque qui partage sur les réseaux sociaux le quotidien des portiers, des vigiles confrontés quasiment chaque soir à l'insécurité. Ce soir je suis un mec blasé, fatigué. C'est pas le manque de vous le dire. Vous détestez la France. Ce soir encore, on s'est fait insulter de sales Français de blanc. C'est toujours les mêmes avec qui ça part en couille. C'est toujours les mêmes. On n'en peut plus, on est blasé. On en a ras-le-bol de ces situations. Ce soir encore, 3 interpellations. Depuis quelque temps, il prend position face à ces thématiques et est devenu l'incarnation d'un ras-le-bol général des Français face à la délinquance. On va le découvrir ensemble. C'est parti. Tu t'es fait connaître sur les réseaux sur TikTok principalement au départ. Depuis quelques temps, tu donnes ton avis sur des faits de société, notamment l'insécurité. Cette semaine, Thomas aurait eu 17 ans et la vie devant lui. Et cette nuit, c'était autour de Rennes de voir des jeunes de mouvements d'ultra-droite marcher dans les rues. Alors évidemment, aussitôt repris par les mouvements d'ultra-gauche, appelant ces marches des ratonnades, car vous l'aurez remarqué, en France, on a fini par avoir chacun nos martyrs. Alors d'un côté, le jeune Naël, délinquant, déscolarisé, spécialiste des refus d'obtempérer. J'ai très vite compris que notre problématique n'était pas dans les établissements de nuit, car maintenant les établissements de nuit sont super bien gérés. En revanche, sur les extérieurs des établissements et les rues adjacentes des établissements de nuit, ça va des pubs, des bars de nuit, des discothèques. Je me suis rendu compte que dans toutes les grandes villes de France, c'était devenu très très compliqué de passer d'un point A à un point B sans se faire agresser. Donc j'ai utilisé TikTok pour montrer des faits réels d'agression, d'en parler, mais également j'ai mis des vidéos en ligne pour dire comment on allait se protéger. Donc j'ai donné plein d'exemples pour les filles, pour les hommes, comment sortir en se mettant le moins en danger possible. Le quotidien d'un portier, c'est lors des recalages que c'est compliqué. Quand on recale des groupes d'individus et puis que ça monte et que les menaces commencent à fuser, menaces de mort, enfin tout ce qui va avec la vie d'un portier, c'est la partie la plus difficile à gérer. Et donc l'attente peut-être d'un retour après un recalage. C'est avec qui que c'est le plus compliqué? Il y a une catégorie de certains maghrébins qui se tiennent extrêmement mal dans une jeunesse entre 18 et 25 ans, et parfois les recalages se passent très très mal. Ouais. Sur ces 3 dernières années, j'ai vu un changement énorme, que ce soit dans notre grande ville à nous, à Rennes, ou ailleurs en France, je le vois bien, c'est devenu très compliqué pour les gens de sortir. Moi j'ai 2 filles, mes 2 filles se sont fait emmerder dans la ville. Ma plus jeune, qui a 18 ans aujourd'hui, en 3 ans, elle s'est fait agresser 2 fois dans la ville, quoi. Ça fait beaucoup en 3 ans, quoi. Quasiment tous les jeunes qui viennent pourraient être mes enfants, en fait. Donc je me sens vraiment concerné par cette jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en avant, parce que je veux qu'ils se protègent, en fait, qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Et en se rendant compte, ça permet d'y trouver des solutions. Parce qu'en fermant les yeux, on trouve jamais de solution. Hein. Un rapport de force, c'est pas ce que je demande aux jeunes, parce que aujourd'hui, les gens sont pas armés pour ça. Je parle armés psychologiquement, d'accord. La problématique, c'est que je peux pas demander à tous ces jeunes aujourd'hui, allez-y, défendez-vous, battez-vous, parce qu'en fait, avec quoi et comment, en fait, ils sont pas armés. Donc c'est pas ce que je demande d'aller se battre aux gens, c'est pas ça, mais de commencer à avoir les connexions, parce que ça va leur permettre de prévoir le futur, parce que nos règles à nous, elles ont été très mal organisées. On a cru il y a très longtemps que tout allait bien se passer, puis finalement ça se passe très mal. Nous les jeunes, de quoi est-ce qu'on hérite? La génération non. Normalement ça aurait dû être positif, parce que psychologiquement on aurait dû faire des gens ouverts à tout, super au top, voilà. Sauf que ce qu'on a créé là a fait que ça ne fonctionne pas, parce que ce qu'on a en face de nous, eux profitent de cette faiblesse de notre jeunesse, et donc montrent qu'ils sont plus forts, vont à Crépol et peuvent aller mettre des coups de couteau. Nos jeunes à nous sont pas prêts à ça, en fait, sont pas armés pour ça, en fait. Est-ce que tu as de la peine pour notre génération? Ah bah oui, carrément, j'ai de la peine. On vous a vendu du rêve. Moi, j'en ai fait partie. Hein. J'ai porté le badge. J'avais 15 ans, je portais le badge. Je touche pas à mon pote. Anti-flic, et par contre, surtout, tout le monde est nos amis. Et voilà, moi, j'ai fait partie de cette génération-là parce que j'y ai cru. Je me suis bien planté. Donc là, on est à l'entrée du 8-8 de ta boîte de nuit. Pourquoi est-ce qu'une discothèque, socialement parlant,
C'est intéressant. Je compare souvent les discothèques à la France en fait, ou à un État. Parce qu'en fait, dans une discothèque, on doit faire du multiculturel. Mais le multiculturel, ça veut dire qu'à l'entrée, pour moi, c'est comme les frontières. Les physios d'entrée doivent instaurer des règles. Et si ces règles sont respectées, on peut réunir des gens au même endroit, même s'ils sont totalement différents et ça se passe bien. Si par contre, on n'a pas des règles très définies à l'entrée, avec quelqu'un qui sait les faire respecter, alors ça part tout de suite dans des situations très compliquées. Et puis à partir de là, quand les gens ont compris ce que t'attendais d'eux, généralement, ils comprennent. Puis s'ils comprennent pas et qu'ils voient que tu te fâches, quand tu te fâches, les règles s'établissent tout de suite. C'est toujours après un rapport de force, ça fonctionne comme ça. Mais en attendant, quand on sait le faire dès le démarrage, dès l'entrée, il n'y a aucun problème. Et tu parlais du multiculturalisme. Ici, il y a différentes communautés qui viennent en fonction du style de musique. Est-ce que tu peux nous montrer les différentes salles et nous dire quelle communauté va dans quelle salle d'ambiance? On va commencer par la salle généraliste. Alors la salle généraliste, on va plutôt aller dans... alors j'ai de tout évidemment, mais là c'est très large. Ça va être du 18-60 ans, mais en grande partie on va plutôt avoir du 30-40 parce qu'on va y passer de la musique. On peut très bien passer de la musique des années 80 comme on va passer de la musique d'aujourd'hui. Je dirais, il y a quelques étudiants, mais c'est pas le principal. On va avoir beaucoup de patrons de bar, beaucoup de salariés de restaurants. Enfin voilà, tous ces gens-là se retrouvent un peu ici, quoi. Est-ce que c'est la clientèle la plus compliquée à gérer? Ah non, ici c'est très simple. Et en réalité, nous, c'est très rare qu'on intervienne ici. Alors ici, on est dans la salle hip-hop. Alors ici, on a une clientèle un peu différente. Alors je vais avoir beaucoup de blacks, je vais avoir beaucoup de maghrébins. C'est vraiment, là, on est dans le multiculturel pur. Alors c'est à nous d'être très vigilants aussi sur nos règles, parce que quand tout le monde se mélange, ça peut être très vite électrique. C'est un secret pour personne, mais souvent les blacks et les rebeux ont du mal à parfois s'entendre. Et donc c'est à nous de faire ça intelligemment. Quand on les fait rentrer, on doit voir si tous ceux qu'on va faire rentrer ne sont pas des gens qui sont en conflit entre eux déjà dans les extérieurs. Donc il faut connaître beaucoup de monde. Il faut connaître les gars connus de leur quartier, de leur secteur. Et à partir de là, on arrive à gérer les choses. Et je vais parler tout à l'heure de l'explication pourquoi. C'est qu'à côté, j'ai une autre salle qui est encore très très loin du style de celle-ci. Et donc c'est à nous de faire attention à qui on va faire rentrer pour être certain que les gens s'entendent. Alors ici, c'est carrément un autre profil. Alors ici, techno, je vais plutôt attirer plutôt beaucoup de wokistes, les filles aux cheveux colorés, on va avoir des trans, on a beaucoup d'homos à venir ici. La salle la plus compliquée, c'est ici parce que ça paraît incroyable, mais ce sont les moins, je cherche mon mot... les plus susceptibles? C'est les plus susceptibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça parte, en fait. Ils sont finalement pas très ouverts à quelques langages, et puis du coup, ça peut partir très très vite. Donc c'est souvent la salle où on intervient le plus. Est-ce que c'est physiquement les plus inquiétants? Ah non, pas du tout. Ça se passe toujours très bien à l'intérieur, parce qu'à l'entrée, on instaure des règles. C'est possible de mettre les gens ensemble à une seule condition. Il faut que les règles soient définies dès le démarrage, et que les règles soient respectées. Mais comment dire, c'est quand même très symbolique du multiculturalisme en France, c'est-à-dire que ils sont tous ici, mais ils ne vivent pas ensemble. En fait, on peut s'entendre ensemble, mais avec des règles. Et tant qu'on n'a pas un leader en haut qui va imposer des règles et avec des juges qui les font appliquer, on va pas y arriver. On va se foutre sur la tronche à un moment donné les uns et les autres. C'est sûr et certain. Tes vidéos ont beaucoup de succès, comment tu l'expliques? Notre nouvelle jeunesse, parce que c'est le gros de les gens qui me regardent, ils ont 18-25 ans, sont en train de prendre conscience qu'il y a un problème en fait. Et à partir de là, en reconnaissant le problème, on y apporte des solutions. Sauf que le problème, c'est qu'il y a deux classes politiques qui s'entendent pas déjà sur le problème. C'est grave. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui se font péter la gueule, il y a des gens qui se prennent des coups de couteau, et le problème n'avance pas. Et à contrario, comment t'expliques que ce constat sur l'insécurité n'est pas forcément unanimement partagé? Monsieur Mélenchon, pour moi, est en train de faire la pire des conneries en fait. Alors ça choque, il y a quelqu'un qui a dit il y a pas longtemps, je sais plus qui, m'a dit le Mélenchon et le Le Pen d'il y a 30 ans. Moi, je suis pas choqué par cette phrase parce que plus j'entends Mélenchon prendre la parole, plus je suis en train de me dire qu'il est en train de foutre les musulmans contre tout le reste de la population française. Moi, j'ai des musulmans qui travaillent dans ma boîte, en fait, quoi. C'est pas pour ça qu'ils vont sortir le tapis, qu'ils vont faire une prière sur la piste avant qu'on ouvre la boîte. Je les entends jamais me dire Wallah sur la tête du Coran. Enfin, il y a qu'une partie de la population qui est infime, qui se comporte comme ça, en fait. Moi, les Wallah, je te jure sur la tête du Coran, c'est pas moi qui ai tapé. J'entends ça tous les week-ends. Ils ont rien de musulman. Est-ce que depuis que t'es connu, tu reçois des menaces? Je souhaite à tous ceux qui menacent de mort d'être quand même bien préparés, parce que moi, à l'inverse de tout cela, je suis un habitué des conflits de rue. Moi, ça fait 30 ans que je vis ça. La première fois que j'étais dehors à me battre avec des gens, j'avais 20 ans. J'en ai 50 et j'ai jamais arrêté. J'ai pas peur, je me balade n'importe où dans la ville. N'importe où. Donc on est toujours au 8-8 dans la boîte de nuit et on est juste à côté de l'Arsenal,
que peuvent récupérer les équipes du Yarl chaque soir? Alors, ça fait toujours halluciner quand je le dis, mais on récupère entre 80 et 100 couteaux par mois. C'est beaucoup, hein. Je fais des vidéos à peu près tous les 6 mois pour montrer les plus belles prises, je vais dire. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Je peux montrer, hein. C'est une dinguerie, hein. Ça, on trouve ça sur les gens. Qui ramène ce couteau? Alors voilà, alors qui ramène ce couteau? À chaque fois, on va me dire, oui, c'est les rebeux qui ramènent ces couteaux-là, mais en fait, c'est complètement faux. Eux, ce sont que des gens qui me ressemblent ou qui te ressemblent. C'est-à-dire que ce sont plutôt des blancs français, voilà, et qui eux sont armés de dingue, parce qu'en fait, quand on leur demande pourquoi tu viens avec des couteaux, bah parce qu'en fait, ils ont peur de se balader en ville, et comme ils ont peur, ils s'arment avec ça. Et ça me fait rire parce qu'en fait, encore une fois, je vous le dis à tous, en fait, vous n'avez pas le mental pour pouvoir vous servir de ça. Vous êtes persuadé, ça peut vous rassurer, mais à part vous faire arrêter par les flics, ça va pas vous importer grand-chose. Et une gaz lacrymo? Voilà, on est d'accord. La lacrymo, il n'y a rien de mieux aujourd'hui. Balancer de la lacrymo, c'est comme si vous mettiez du parfum à quelqu'un. D'accord? Du parfum, ça va. Vous êtes prêt mentalement à balancer du parfum à quelqu'un. C'est 10 fois plus efficace que ça. Parce que ça, le temps que vous sortez ça, le temps que vous ouvrez la lame et tout, mais vous êtes déjà par terre en train de vous faire sauter dessus à pieds joints. Donc ça marche pas en fait. Et des gaz lacrymo, t'en récupères souvent le Tous soir? les week-ends, on en récupère beaucoup, entre 20 et 50 en fonction des nuits. Et c'est les femmes qui ont les lacrymos généralement, c'est les femmes. Et on leur redonne. À chaque fois qu'elles partent, on leur redonne et elles ont raison. Moi, j'aimerais bien récupérer 200 lacrymos par nuit. Je ne gère pas la sécurité de toute une ville, c'est impossible. Je gère simplement les abords de l'établissement où je suis. Mais aujourd'hui, c'est impossible de faire ça si j'avais pas la police avec moi. Mais ils font un boulot de malade, les forces de l'ordre aujourd'hui. Un boulot de malade, parce que eux, ils sont sur le terrain, leur boulot c'est d'attraper les gens. Putain, mais les mecs, ils sont crachés dessus, ils se font taper dessus, moi je vois tout, moi. Ils sont d'une patience, mais de dingue. Il y aurait de quoi déborder, mais des milliers de fois toutes les nuits quelque part en France. Est-ce que, malgré ça, tu gardes un peu d'espoir, ou est-ce qu'il y a du fatalisme dans ce qu'on peut voir au quotidien dans l'actualité? Je garde espoir sur la jeune génération, en fait. La jeune génération, c'est elle qui va changer les règles. Et il faut qu'on mette des gens qui gèrent la ville, mais qui ont décidé, et peu importe qui, moi. Il faut quelqu'un qui décide de prendre les choses en main, mais sérieusement, qui va sur le terrain et qui voit vraiment ce qui se passe, qui va dans les commissariats, qui regarde les statistiques, quelqu'un qui se rende compte du problème et qui apporte des solutions, mais pas qui ferme les yeux en fait. Parce qu'à fermer les yeux et à croire, ou à faire dire, ou à faire croire que tout est bien et que c'est pas vrai, que c'est exagéré, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Et maintenant, tout le monde le voit. Je pense que je suis quelqu'un de normal qui côtoie des gens normaux. D'accord? Je suis dans la vraie vie, en fait. Je suis pas un politicard dans des bureaux à faire des promesses électorales. Moi, je suis juste sur le terrain avec des gens, en fait. Et je parle avec tous les gens. Entre ce que je voyais il y a 3 ans et ce que je vois aujourd'hui, il y a un véritable changement. Les connexions, vous êtes, la génération des jeunes médias qui arrivent, vous êtes en train de changer les connexions des jeunes, et c'est grâce à ça que ça va changer. Est-ce que tu veux adresser un mot de la fin aux jeunes qui te regardent? J'invite sérieusement tous les musulmans qui se tiennent bien, tous les immigrés qui sont pas musulmans, mais qui sont d'origine immigrée, qui se tiennent bien, qui sont intégrés, qui vont travailler, qui payent des impôts, qui sont dans la vie normale, comme tous les gens. J'invite vraiment à prendre une posture aujourd'hui bien autre en fait que celle qui est donnée actuellement par nos politiques et nos médias. Je les invite à aujourd'hui changer de posture et de se rendre compte que le seul moyen d'arrêter ça, c'est de choisir un leader ou une leaduse, on s'en fout, mais qui va arrêter ça en fait, qui va bloquer cette racaille qui fout le bordel, qui est minoritaire mais aujourd'hui dont on parle en majorité. Il faut que tout le monde accepte qu'il va falloir mettre un mec fort ou une nana forte avec des postures fortes. Et quand elle va prendre, on appelle ça le maillet, quand elle va prendre le maillet pour taper sur la table, elle va dire maintenant on va changer les règles. Tu sais, il y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un de la gendarmerie qui me dit tu sais combien il y a de gens vraiment à Rennes qui foutent le bordel? Vraiment? Je dis ouais, je sais. Et je lui dis approximativement dans une ville comme Rennes, je vais dire une centaine. Et il me dit t'as carrément raison. Avec la métropole, on est à 350 000 habitants, je crois. On parle de 100 mecs. On peut pas dire à des juges là, on les attrape tous, on va tous les chercher à 6h le matin, on les connaît, on va les chercher, on les enferme et on voit ce que ça donne. Juste on voit, on se fait un essai d'1 mois. Ben il n'y a plus de problème.